تتم فيها اول عمليه هي التنقيه من الشوائب، وهذا سكون ابل ديغرياج، تنقيه الشوائب من الخشب، من المعادن، من العلاب، من الاحجام الكبيره. ثم هناك المرحله المواليه سكون ابل ديزابلاج، وهي التنقيه وتطهير ايضا المياه من العناصر الاثقل من وزن الماء، ورمال او اوحال او عناصر يكون وزنها اثقل او مفتتات الصخور. ثم هناك العمليه المواليه اللي هي الديميلاج، اللي هي تتم قبل المعالجه، هي معالجه من العناصر الملوثه للماء، وهي عناصر دقيقه ميكروسكوبيه عباره عن بكتيريا لا يمكن رؤيتها، تتم معالجتها عبر طرق اخرى سكولنا بالتريتمون بيولوجيك. ثم يتم في الاخير اعتماد مجموعه من العمليات لتصفيه الماء وتنقيته بصفه طبيعيه، واعاده الدوره الطبيعيه للماء عبر اعادته للمجاري العاديه. شكرا. Donc, les stations d'épuration de l'eau, là aussi, il y a toute une loi qui a exigé des communes de créer des stations. Je reprends l'exemple de ma région. À une époque, des études de recherche universitaire montraient que certains légumes qui se vendent sur le marché de Fès contenaient une grande quantité de métaux lourds. C'était surtout les courgettes, les navets, ils ne sont pas trop sucrés. Et ils ont trouvé la relation, c'était quoi? C'était les eaux usées qui sont rejetées dans le SBO. Le SBO qui arrive jusqu'à Kenetra. Et là, le chiffre que la ville de Fès, la ville de Meknès, c'est les grands pollueurs de l'eau de SBO qui dépassent 40%. Plus que Kenetra, je crois. Et ils ont trouvé que les tanneries, la région industrielle rejette pas mal de déchets de métaux lourds parce qu'ils utilisent des produits chimiques, et que ces métaux se retrouvent dans la rivière, le Sbou, et ces déchets, cette eau est utilisée dans l'irrigation des champs la région de Kharispa Mohamed et dans la région de Tsaounat, plus loin aussi. Et que ces déchets ils nous reviennent à travers les légumes qu'on consomme. Nos déchets nous reviennent à nous. Donc, c'est devenu une problématique importante. C'est un exemple. Cet exemple, il se répète partout dans d'autres régions. Donc, il fallait trouver des solutions pour créer des stations d'épuration de l'eau. Et actuellement, je crois, je ne sais pas si le fond, soit la région de Casablanca ou de Tanger, on voit bien que sur certaines grandes parcelles où il y a beaucoup de végétation, et c'est bien indiqué, même à Rabat, je l'ai vu, que cette eau, c'est une eau qui vient des stations d'épuration. On réutilise cette eau pour irriguer, pour un petit peu faire verdir, faire revenir la verdure dans nos villes. Et c'est important de traiter ces déchets, sinon ils vont se retrouver soit dans nos aliments, soit ils seront rejetés plus loin dans l'océan, et on va les retrouver à travers les poissons qu'on consomme. Et des exemples sur les accidents provoqués par la toxicité des poissons, on les connaît. Ils ont été le déclenchement de pas mal de négociations à travers les Nations Unies pour essayer un petit peu de limiter et de gérer, de régler l'utilisation de certains produits. Donc ça, c'est la station d'épuration. À la sortie de l'habitation, les eaux usées se déversent dans l'égout qui va les transporter jusqu'au collecteur. Le collecteur, c'est aussi une canalisation souterraine, mais qui va, comme son nom l'indique, rassembler ou collecter les eaux usées des égouts pour les amener à la station d'épuration collective. Attention, une station d'épuration, c'est fait pour épurer les eaux sales, pas les eaux propres. Une fois dans la station d'épuration, les eaux usées vont passer par différentes étapes. En tout, cela va durer environ 24 heures. Tout d'abord, les eaux arrivent à la station à des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres, voire plus. Elles doivent donc être remontées jusqu'à la station d'épuration, c'est ce qu'on appelle le relevage. Pour cela, on peut se servir d'une vis d'Archimède. En tournant sur elle-même, elle entraîne l'eau vers le haut à l'aide de son hélice. Une autre solution est d'utiliser une pompe. La première étape dans la station elle-même est le dégrillage.
L'eau passe ici à travers une grille qui retient les déchets les plus gros, comme les branches ou les canettes, qui pourraient endommager les autres mécanismes de la station. Ensuite, on retire des eaux usées des éléments plus petits en laissant reposer l'eau. Le sable ou les graviers, plus lourds que l'eau, tombent alors dans le fond et on les récolte. C'est le dessablage. Dans le même temps, les graisses et les huiles, plus légères que l'eau, flottent. Une fois à la surface, il n'y a plus qu'à les racler doucement pour les récupérer. C'est le déhuilage. Le dégrillage, le dessablage et le déhuilage, on appelle ça le pré-traitement. Il reste maintenant à enlever les eaux usées, la pollution d'ici, c'est-à-dire mélanger à l'eau. Cette pollution-là, on ne peut pas la voir, elle est microscopique. Ce sont alors de minuscules êtres vivants, les bactéries, qui vont s'en charger comme dans la nature. La différence ici, c'est qu'il y en a plus. Et comme ces bactéries ont besoin d'oxygène pour vivre, on injecte de l'air dans les eaux usées. On appelle cette étape le traitement biologique et le bassin d'aération. Les bactéries ayant absorbé la pollution qu'il y avait dans l'eau, il reste donc de l'eau épurée et des bactéries qu'il ne faudrait surtout pas rejeter dans le cours d'eau. Comme elles ont beaucoup à manger, les bactéries se multiplient jusqu'à former des groupes tellement gros qu'on peut les voir à l'œil nu. Ces groupes de bactéries, on les appelle des flocs. Un peu comme le sable au début, les flocs sont plus lourds que l'eau et coulent dans l'eau au repos. C'est la décantation. Comme pour le sable, on récolte alors les boues. L'eau ainsi obtenue par clarification est propre sans être potable et peut enfin retourner à la nature. C'est le rejet. Et tout ça sans abîmer la nature grâce à des équipes qui surveillent que tout se passe bien 24 heures sur 24. Le choix des séquences vidéo n'est pas anodin. Normalement, c'est des petits documentaires de 3 minutes qui seraient intéressants de faire visionner pour les membres de